Bonjour chers élèves, bonjour chers parents, je m'appelle Anne, je suis professeure au lycée et justement je vais vous parler des exercices qu'on a à faire au lycée et particulièrement l'entraînement au bac de français que pas mal d'entre vous redoutent. L'entraînement au bac de français, il y a l'oral, puis il y a aussi l'écrit. Et l'écrit, depuis les nouveaux programmes, vous savez qu'il consiste en 2 exercices à faire, la dissertation ou le commentaire. Et aujourd'hui, c'est du commentaire que je vais vous parler, du commentaire littéraire. Alors, ce commentaire littéraire, vous avez tous un peu peur parce qu'il dure 4 heures. 4 heures, c'est très long. Mais en même temps, il faut savoir ne pas paniquer et se dire, bon, il va falloir que je gère mon temps, que j'affronte la montagne. C'est comme une paroi un peu glissante à escalader. Il ne s'agit pas de tomber dans le gouffre. Il ne s'agit pas de renoncer. Ce serait vraiment dommage parce que c'est quand même le bac. Alors, vous allez prendre votre courage à 2 mains et puis vous allez vous agripper. Parce que dans un texte littéraire, il y a toujours des parois, il y a toujours aussi des points d'appui, il y a toujours des endroits auxquels vous pouvez vous raccrocher. Et moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est à organiser votre temps. Alors, pour organiser votre temps, voilà ce que je vous conseille de faire. Première remarque, prendre son temps. Ne pas paniquer. Vous avez votre goûter, vous avez vos bouteilles. Vous commencez tout de suite par manger en vous disant que ça va vous détendre. Ça peut être une bonne idée. En tous les cas, vous allez prendre un stylo surtout et puis lire le texte en l'annotant. Pour ceux qui lisent vite, vous avez le temps de le lire 2 fois. Et ça, c'est mieux. La première fois, vous avez des impressions. Et ces impressions, souvent, elles sont très bonnes. Vous allez lire un texte en vous disant, mais même si vous vous dites, il est nul ce texte, je ne sais pas quoi dire. Vous le relisez et là, vous allez trouver des choses. Si le texte vous plaît ou vous émeut, ce qui arrive souvent, vous tombez souvent sur de beaux poèmes. Les textes qu'on choisit, de toute façon, les textes que les gens qui font les sujets du bac choisissent, ils sont soit émouvants, soit un peu difficiles a priori, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, soit canoniques, ce sont des textes d'auteurs que vous connaissez, soit plus surprenants, mais dans ces cas-là, vous allez avoir plein de clés. Donc, de toute façon, soyez positifs parce qu'il y a des raisons de l'être. Alors, annotation du texte, première remarque. Les remarques, vous les mettez. Il y en a qui utilisent les surligneurs. Moi, je préfère souligner parce que j'ai toujours peur de regretter quelque chose. Et puis, quand vous trouvez quelque chose, vous pouvez vous en servir pour montrer dans une autre partie une autre idée. Donc, le crayon à papier, c'est quand même pas mal. Mais le surligneur, si vous voulez. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est quand même d'écrire sur le texte dans la marge. Donc, vous mettez vos premières remarques. Même si elles vous paraissent banales, déjà vues, sans intérêt, vous serez bien content de les avoir plus tard. C'est ça que j'appelle des points d'appui. Alors, vous faites ça. Après, vous organisez vos remarques. Parce que vous allez en avoir plein. Vous allez avoir des remarques en fonction des procédés littéraires, en fonction des thèmes, on appelle ça les champs lexicaux, mais c'est le vocabulaire qui fait ressortir un thème et que vous allez repérer. Mais il ne s'agit pas non plus, là je vous mets tout de suite en garde parce que je sais que mes élèves le font et j'ai quand même eu pas mal d'élèves, vous adorez les champs lexicaux. Souvent, vous repérez des tonnes de thèmes, mais ça ne fait pas émerger une idée, un champ lexical. Alors, ça va pouvoir vous rassurer, donc faites-le, n'hésitez pas à le faire. Mais vous allez aussi chercher quelques figures de style, ne faites pas que ça, vous ne pouvez pas faire tout un commentaire avec des figures de style. Ce que je vous encourage à faire, c'est à regarder aussi la syntaxe de la phrase. La syntaxe, c'est la manière dont les phrases sont organisées. Quelquefois, elles sont très coupées, quelquefois, elles sont très longues. Ça, c'est pas difficile à voir. Vous regardez une phrase, si elle se déroule sur 4 lignes, ça peut montrer quelque chose, que le narrateur hésite ou alors qu'il se précipite. C'est le cas chez certains auteurs. Et puis, il y a pas mal d'auteurs que vous connaissez un petit peu leurs particularités, leur tic de langage. Vous savez que certains auteurs vont écrire d'une manière très précipitée, d'autres vont prendre leur temps, d'autres sont plus poétiques. Bon, vous avez quelques a priori sur le texte, mais je ne le dis pas d'une manière négative. Les a priori, c'est bien. C'est tout ce que vous savez déjà et vous savez beaucoup de choses. Vous avez vu beaucoup de textes au collège, vous avez lu beaucoup de livres, peut-être pas beaucoup à la maison, mais vous en avez lu en tous les cas au lycée ou au collège avant. Ça, j'en suis sûre. Vous regardez aussi la ponctuation. N'oubliez pas de regarder les temps, les verbes. Les verbes sont souvent très oubliés. La valeur des temps, c'est très important. Si vous avez de la poésie, après, il faut vous adapter au genre du texte que vous avez, selon le texte que vous avez. Si vous avez de la poésie, vous regardez les rimes.
Vous regardez là, peut-être pas tout de suite la disposition des rimes, mais vous voyez bien que si c'est un calligramme ou des vers libres, le poème n'aura pas du tout la même forme que si c'est un sonnet. Ça va vous donner des pistes de lecture. Si c'est un sonnet, vous avez appris des cours, vous savez quelles sont les réflexions qu'on peut se faire à partir d'un sonnet. Si c'est du théâtre, n'oubliez pas d'étudier les didascalies. Si c'est du théâtre, je sais que les didascalies, en fait, vous allez les regarder. Mais je sais aussi que vous allez oublier de regarder quel mot rime avec quel mot. Il ne suffit pas de dire les rimes sont A, B, B, A, des rimes embrassées, croisées. Ça, c'est technique, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir quels sont les mots qui ont été mis en écho par le poète, qui, s'il ne les a pas mis exprès, les a mis spontanément parce que c'est un génie, parce que c'est un artiste, mais en tous les cas, ça a un effet et c'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui et que ces poésies sont belles. Alors, sinon, je vous ai parlé du théâtre, je vous ai parlé de la poésie. Si vous avez un texte narratif, eh bien là, à ce moment-là, vous pouvez regarder les paragraphes. On voit des paragraphes se détacher. Et ça peut être éloquent aussi, la disposition d'un texte narratif. Alors, ensuite, une fois qu'on a vu le texte, et puis je ne devrais même pas dire ensuite, c'est avant. Avant de lire le texte, il y a aussi des éléments mais essentiels qu'on vous donne et que vous ne regardez pas toujours. Bonne nouvelle, il y a toujours le nom de l'auteur et il y a toujours aussi la date de parution. Faites attention dans vos introductions. Hein. Vous écrivez parfois que ce sont des dates d'écriture. Non, il peut y avoir des dizaines d'années entre le moment de la parution et le moment de l'écriture. Donc c'est la date de parution. Et quand c'est du théâtre, on parle de création. Faites attention à ça aussi. C'est quand même bien de montrer qu'on sait utiliser aussi les termes appropriés pour analyser un texte. Ça fait beaucoup plus sérieux. Et puis quand on va vous corriger, on va se dire « Ah, cet élève, il sait plus de trucs que son voisin. » C'est quand même bien pour vous, ça. Alors, les points d'appui, le nom de l'auteur. Si vous avez un auteur que vous connaissez très bien, vous connaissez tous Maupassant, vous avez tous étudié Molière. Vous savez que Molière a écrit des comédies. Vous savez que Maupassant a écrit des romans et des nouvelles. Bon, servez-vous de tout ce que vous savez. Ça va vous aider, ça va vous rassurer et ça va vous permettre, avant de lire le texte, d'avoir des attendus, ce qu'on peut appeler quelquefois un horizon d'attente, d'avoir, oui, voilà, cet horizon d'attente. Donc, vous lisez le texte et vous vous dites, tiens, voyons, c'est Victor Hugo, chez Victor Hugo, alors si vous avez appris... Si vous avez déjà étudié des textes de Victor Hugo, vous savez qu'il peut y avoir des contrastes. Vous avez peut-être déjà entendu parler, pour ceux qui ont étudié le drame romantique, du grotesque et du sublime. Vous avez probablement déjà entendu parler de Victor Hugo. Et là, vous avez des attendus. Alors, je continue. Une fois que vous avez organisé toutes vos remarques, un plan va commencer à s'organiser. Le premier plan ne va pas forcément être celui qui va fonctionner, qui va être intéressant. Vous pouvez vous retrouver, c'est tout le temps le cas, quand je fais un commentaire, ça m'arrive, mais systématiquement, vous allez vous retrouver avec le problème suivant. Vous avez envie de dire quelque chose, mais vous ne savez pas si c'est mieux d'en parler tout de suite ou plus tard, ou alors vous avez la sensation de vous répéter. Là, c'est en réfléchissant encore davantage que vous allez trouver une solution. Une fois que votre plan provisoire, puis à modifier, puis à préciser au fil de l'analyse est prêt, seulement là, vous rédigez votre introduction. Et quand je dis prêt, ça veut dire que vous avez vos grandes parties, vos grands axes de rédiger, puisque ça va vous aider. C'est la façon dont vous allez les présenter dans l'introduction. Donc ça vous aide, ça vous fait gagner du temps aussi, même si vous en avez beaucoup du temps, pour l'introduction. Donc... je veux que sur votre feuille, vous écriviez grand 1 ou chacun sa méthode, enfin, vous numérotez les grands axes, vous réfléchissez déjà, peut-être sans mettre de numéro au départ, à des sous-parties possibles, en vous disant que vous allez peut-être pouvoir, après, mettre des flèches et puis les déplacer pour en parler dans une autre partie. Alors, voilà, une fois que votre plan est prêt, encore un petit truc.
les sous-parties, c'est bien, mais dedans, il faut aussi mettre des exemples avec une analyse à côté. Hein. Un exemple, c'est une citation, c'est-à-dire un mot ou un petit groupe de mots extrait du texte avec de préférence, entre parenthèses, la ligne où vous l'avez trouvé pour que le correcteur puisse vérifier que vous n'avez pas inventé une citation. Ce qui arrive et ce qui est très mal parce qu'on le voit tout de suite, donc ne le faites pas. Ne le faites pas, vous mettez entre parenthèses la ligne L4, pas la peine de mettre ligne, ça c'est pas très grave. N'oubliez pas d'ailleurs dans votre commentaire, puisqu'on en est à parler de détails techniques, de souligner le titre de l'œuvre que vous étudiez à chaque fois. Alors, le plan est prêt, on peut passer à l'introduction. L'introduction, j'y reviendrai quand on y sera, puisqu'on n'en est pas encore là. Vous la rédigez une fois que le plan est très bien, parce que sinon vous allez partir à l'aveugle et ça, c'est pas bien du tout et ça se voit tout de suite. Donc il faut qu'on voit, et on va le voir dans l'introduction, où vous voulez en venir, puisqu'un commentaire, je le rappelle, comme une dissertation, est un exercice d'argumentation. Vous allez essayer de prouver quelque chose, de montrer quelque chose. Ça, vous l'avez toujours fait en maths. Souvent, on croit que, en français, on ne sait pas faire ça, mais si. Vous allez démontrer, vous allez partir d'une hypothèse que ce texte présente tel ou tel intérêt, et puis vous allez montrer que vous avez raison, que effectivement ce texte a ceci ou cela d'intéressant. Quels sont ce qu'on appelle les grands enjeux du texte. Voilà, après seulement vous pouvez commencer à rédiger, et moi je vous conseille de faire la conclusion à la fin. Alors, au brouillon, vous pouvez avoir mis 2 grandes lignes de conclusion, puisque une conclusion est en 2 étapes. Vous avez un bilan de ce que vous avez montré, et après, vous avez une ouverture. Vous pouvez avoir une idée d'ouverture tout de suite, mais il est aussi possible que vous n'en ayez pas. Moi, je fais partie des gens qui trouvent des idées au fur et à mesure que j'écris. Il y en a qui sont très forts, qui trouvent l'idée tout de suite. Si vous êtes très fort, vous faites votre conclusion tout de suite. Moi, je ne le suis pas, donc je la fais à la fin, ma conclusion, et puis en général, j'y arrive. En tout cas, en 4 heures, vous y arriverez. On passe à la suite. La suite, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, l'auteur que nous allons étudier, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, parce que c'est un auteur, justement, qui est très connu et dont vous pouvez dire quelque chose, puisque vous avez, alors même si vous n'avez jamais rien lu de Victor Hugo, vous avez peut-être vu des adaptations, il y en a eu plusieurs à la télévision, vous avez peut-être vu des comédies musicales, il y a même un film encore aujourd'hui qui porte le titre de l'œuvre dont nous allons étudier un extrait. Alors, cette œuvre, c'est la plus connue, mystère, Les Misérables. Alors, Les Misérables, vous dites peut-être, et c'est ce que vous vous direz au bac, hein, Les Misérables, vous dites peut-être, oh là là, Les Misérables, encore. Alors, le texte qu'on vous a choisi, vous le connaissez peut-être moins, parce qu'il ne va pas s'agir du héros des Misérables, mais il va s'agir, Jean Valjean, de Cosette, la petite Cosette, qui, dans Les Misérables, est un personnage particulièrement émouvant. Avant de commencer, évidemment, à faire ce commentaire avec vous, je vais lire le texte. Je vais lire le texte. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez un petit peu, chez vous, à ce que vous savez de Victor Hugo, ce que vous savez des Misérables. Vous aurez toujours la date de publication. Normalement, vous l'aurez toujours sur votre texte, et je vois que je ne l'ai pas mis, c'est de ma faute, sur ce texte-là. De mémoire, je crois que c'est 1862, mais j'en suis pas sûre du tout. Je voudrais vérifier sur Internet pendant que je parle. Là, je vous donne l'autorisation de prendre votre portable. Alors, le texte de Victor Hugo, écoutez, on va le lire ensemble. Le chapeau, ça, vous l'analysez jamais, hein. Faites attention, ce sont les indications que l'éditeur ou que le professeur qui vous propose un texte a placé pour vous aider à comprendre le contexte. Cosette est une jeune enfant élevée par un couple d'aubergistes, les Thénardier, qui sont rémunérés pour s'occuper d'elle, car sa mère est trop pauvre pour s'en occuper. Sa mère, c'est Fantine. Seulement, il la maltraite et l'exploite comme servante. Un jour, en sortant chercher de l'eau, Cosette passe devant la vitrine d'un magasin dans laquelle elle trouve une poupée. À cette époque, on allait chercher de l'eau au village. Cette scène se passe à Montfermeil, qui était à l'époque à la campagne, et on allait y chercher de l'eau.
La dernière de ces baraques, établie précisément en face de la porte des Thénardier, était une boutique de bimbeloterie toute reluisante de clinquants, de verroteries et de choses magnifiques en fer blanc. Au premier rang et en avant, le marchand avait placé sur un fond de serviettes blanches une immense poupée haute de près de 2 pieds qui était vêtue d'une robe de crêpe rose avec des épis d'or sur la tête et qui avait de vrais cheveux et des yeux en émail. Tout le jour, cette merveille avait été étalée à l'ébahissement des passants de moins de 10 ans, sans qu'il se fût trouvé à Montfermeil une mère assez riche ou assez prodigue pour la donner à son enfant. Éponine et Azelma, les filles des Thénardier, avaient passé des heures à la contempler et Cosette elle-même, furtivement, il est vrai, avait osé la regarder. Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, si morne et si accablée qu'elle fut, elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée, vers la dame comme elle l'appelait. La pauvre enfant s'arrêta, pétrifiée. Elle n'avait pas encore vu cette poupée de près. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. C'était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur qui apparaissait dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Cosette mesurait avec cette sagacité naïve et triste de l'enfance l'abîme qui la séparait de cette poupée. Elle se disait qu'il fallait être reine ou au moins princesse pour avoir une chose comme cela. Elle considérait cette belle robe rose, ses beaux cheveux lisses, et elle pensait, comme elle doit être heureuse, cette poupée-là. Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette boutique fantastique. Plus elle regardait, plus elle s'éblouissait. Elle croyait voir le paradis. Il y avait d'autres poupées derrière la grande qui lui paraissaient des fées et des génies. Le marchand qui allait et venait au fond de sa baraque lui faisait un peu l'effet d'être le Père éternel. Dans cette adoration, elle oubliait tout, même la commission dont elle était chargée. Tout à coup, la voix de la rude de la Thénardier la rappela à la réalité. « Comment, Péronnelle, tu n'es pas partie? Attends, je vais à toi. Je vous demande un peu ce qu'elle fait, la petite monstre, va !» La Thénardier avait jeté un coup d'œil dans la rue et aperçut Cosette en extase. Cosette s'enfuit, emportant son seau et faisant les plus grands pas qu'elle pouvait. Alors, première impression. Première impression, moi personnellement, ma première impression, je trouve que ce texte est émouvant. Alors peut-être que je me trompe, hein. On va voir ça ensemble. Bon, quand on n'est pas bon en français et qu'on se dit « bon, moi je ressens rien, bon, et alors ?» Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. On regarde les paragraphes, déjà. Donc, un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes. Ça ne va pas suffire. À partir des paragraphes, on cherche des points d'accroche. De quoi ça parle? Le premier paragraphe, on se rend assez compte qu'il est plutôt descriptif. Plutôt descriptif, et ça, on le voit, et je vous ai dit que c'était assez pratique, en relevant les verbes. Les verbes, je les relève avec vous, on va voir qu'ils sont majoritairement à l'imparfait. Alors moi, de près sur le tableau, je suis obligée de les chercher. Vous allez sûrement plus vite que moi, mais tant mieux, comme ça vous fait participer. J'espère que vous êtes allés sur Internet, sur le site lumni.fr. Vous pouvez trouver un lien, télécharger le texte et le faire en même temps, ce serait vraiment l'idéal, hein, parce que c'est pas sûr que j'aille plus vite que vous. Donc, je cherche des verbes à l'imparfait, je sais qu'il y en a. Ben, je vais prendre mon texte et je vais les retrouver. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Ah, mais la présentation n'est pas tout à fait la même. Et ben voilà, le premier... Non, il faut que je prenne un... Était. Vous avez un premier verbe à l'imparfait. Après, vous en avez d'autres. Bon, là, vous avez un plus que parfait, mais ça a à peu près la même valeur que l'imparfait dans ce type de texte. Ensuite, vous avez « était vêtue ». Elle était vêtue... je recule un peu pour vous dire où c'est. Au premier rang, elle était vêtue...
d'une robe de crêpe rose. Ensuite, vous allez voir qu'elle avait de vrais cheveux. C'est ce qu'on voit aussi. Elle avait été étalée. Elle avait de vrais cheveux. C'est là. Voilà. Bon, donc globalement, vous êtes là sur votre texte, vous vous dites imparfait, allez hop, et on va voir, ça peut ne pas marcher. Mais ça peut aussi marcher. On regarde dans l'autre texte, et là, qu'est-ce que je vois dès le début? Et ça, vous l'avez vu au collège. Je sais que c'est au programme du collège. Vous avez vu la valeur des temps, et vous avez vu que dans les récits, l'imparfait pouvait avoir une valeur d'habitude, de description, de fond du récit, alors que le passé simple signale l'irruption d'une action. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce deuxième paragraphe, où on voit, après un complément circonstanciel de temps, ce qui n'est pas normal, hein, puisqu'il va se passer quelque chose, de l'action. Cosette sortit, ensuite elle ne put, tout d'un coup on a du passé simple, avec une action de premier plan. Elle ne put, elle s'arrêta, etc. Vous saurez, elle n'avait pas encore vu ça, c'est la concordance des temps, qui oblige à mettre de l'imparfait. Vous en aurez toujours de l'imparfait ici, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de passés simples à un moment donné qui marquent, en tous les cas, un passage à l'action. Donc, qu'est-ce que je me dis? Si on a de l'imparfait, à quoi ça peut me servir? Mais je me rends compte, en lisant le texte, et puis après en allant chercher aussi des champs lexicaux, qu'on a ici un paragraphe qui est plutôt descriptif. Descriptif de quoi? Et là, on a plutôt de l'action. On a plutôt une action qui commence. Descriptif de quoi? Pour savoir ce qui est décrit ici, on regarde ce que vous aimez bien regarder, les champs lexicaux. Et tout de suite, on va voir qu'on a des termes très amélioratifs. Alors, je les mets tous ensemble. Mais vous voyez, c'est une première lecture. Après, on va pouvoir être plus précis. Vous voyez, riche, même si ce n'est pas sur la poupée, or. Une robe de crêpe, c'est quelque chose de précieux. On a un vocabulaire assez précis qui montre la richesse, la magnificence de cette poupée. Et même si on regarde plus précisément, le caractère somptueux de cette poupée devant laquelle elle rêve, mais somptueux aussi parce qu'il a une connotation merveilleuse, hors de la réalité. Et ça, on le voit en le regardant de plus près, puisque merveille est un terme amélioratif, mais qui renvoie aussi à un monde irréel, hein. Ensuite, il est question de la poupée prodigieuse. Prodigieuse, un prodige, c'est ce qui n'est pas naturel. C'est ce qui ne devrait pas arriver. On le voit, et puis alors vous voyez, là on trouve d'autres idées en cherchant des choses assez faciles. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. Là, tout d'un coup, vous allez pouvoir vous intéresser à la syntaxe. Vous avez deux phrases affirmatives qui vont vous permettre de voir que, au-delà des termes qui sont exprimés, il y a quelque chose de catégorique, c'est une évidence. Là, on a un présent d'énonciation qui montre que tout d'un coup, voilà la réalité. La réalité, c'est que cette poupée n'est pas réelle. Puis vous avez la répétition de « c'était ». C'était, vous voyez, une redéfinition de la poupée finalement. Les idées, elles viennent au fur et à mesure. Richesse, splendeur, bonheur, vous l'auriez trouvé tout seul. Mais à ce moment-là, il faut aussi, au fil de l'analyse, être ouvert et se dire, bon, d'accord, c'est encore des termes péjoratifs, mais on ne fait pas un commentaire que là-dessus. Là, vous avez une énumération. L'énumération, c'est intéressant de voir une énumération, parce que c'est un procédé qui permet d'insister sur quelque chose, c'est le cas ici. Mais à ce moment-là, vous allez regarder comment elle se finit, quelle est la chute de l'énumération. Et là, la chute, elle est un peu surprenante.
On a deux adjectifs reliés par la conjonction de coordination, funèbre et froide, avec une allitération en F, qui renforce, qui donne un écho et qui donne plus de poids à la chute de cette phrase, qui est justement frappante, terrible. Ça va peut-être nous intéresser. Là, je mets, vous faites avec vos mots, funèbre, je vous ai mis une petite note qui évoque la mort. Donc moi, je mets la mort. Il y a quelque chose qui s'oppose, et dès qu'on trouve deux termes, deux idées qui s'opposent dans un texte, eh ben on en profite. Surtout si c'est Victor Hugo, surtout si on sait que chez Victor Hugo, il y a souvent des contrastes. Là, c'est le cas. On a des contrastes. On a des contrastes entre la jeune fille, la poupée qui est perçue comme une reine, une princesse, qui est toujours associée à des termes mélioratifs, heureuse ou hors du temps. Et puis la petite fille, qui, elle, visiblement... Alors j'essaye de changer de couleur, mais tiens, peut-être le noir, ça tombe bien. La petite fille qui, elle, est du côté de la réalité. Le seul discours direct, je vous ai dit de regarder les discours aussi, il intervient ici. On a du discours direct, la seule voix qu'on entend, c'est une voix terrible. J'écris très mal avec ça. Une voix terrible, alors que la description était belle, le rêve était beau. Et là, on retombe sur terre. Donc, vous allez vous en servir de ça, le discours direct. Si vous vous intéressez au discours, vous allez aussi réfléchir au point de vue. Est-ce que le point de vue n'est pas important? Ici, on voit que le point de vue est important. Et là, pareil, on rescanne le texte, comme vous diriez, et on regarde un petit peu quels sont les verbes. Je vous assure que ces verbes, ils apprennent vraiment beaucoup de choses. Et que voit-on dans les verbes? On va voir que les verbes dont Cosette est sujet, puisque Cosette est sujet de presque tous les verbes, il faut toujours regarder les pronoms personnels, c'est la première chose que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est elle qui est sujet de presque tous les verbes. Vous allez vous rendre compte que très souvent, ce sont des verbes de vision. Lui semblait, vu. C'était une vision. Vous avez le vocabulaire de la vue, de la vision, de la vue. Voilà, donc on a déjà des thèmes. La beauté qui s'oppose au monde réel. Le monde réel, je n'ai pas assez insisté, mais je peux y revenir si vous voulez. Elle croyait voir le paradis. Là, on se rend compte que dans ces deux premiers paragraphes, qu'est-ce qu'on a? On a une poupée magnifique. Et Cosette, quand on en parle, regardez où elle est, Cosette. Elle est là, en fin de paragraphe. Et quand on en parle de Cosette, c'est pour la caractériser par un adverbe qui l'animalise furtivement. Qui passe furtivement? Un petit furet, un petit animal, un petit rongeur. Rien à voir avec cette poupée qui ressemble à une reine. Donc, la petite Cosette, une fois qu'on a vu qu'on s'est un petit peu intéressé à elle après la poupée, on va essayer de chercher aussi ce qu'on peut dire de Cosette. On voit qu'elle est un petit peu animalisée. Et puis progressivement, on va voir que c'est pire que ça, qu'elle est plus qu'animalisée. Elle regarde les choses d'en bas, avait osé la regarder. Elle est humble, l'humilité. Alors là, je n'ai pas beaucoup de place, mais vous, sur une feuille, vous avez toujours beaucoup de place. Alors, vous voyez ma flèche, je vais la faire aller plus loin. Mais n'avait pas osé la regarder. Ça montre l'humilité de Cosette. Et moi, je pense toujours, quand je fais un commentaire, je reviens souvent au titre. Le titre de ce chapitre, l'entrée en scène d'une poupée. Donc, le titre, il fait apparaître la poupée dont on a vu qu'elle était magnifique, évidemment. Mais il y a aussi le titre de l'œuvre, Les Misérables. Et là, on voit que Cosette, elle n'est pas du côté de la poupée.
Cosette, c'est une misérable. Et c'est peut-être justement ça qui est intéressant dans ce texte. Bon, j'ai peut-être passé assez de temps à vous montrer comment il fallait faire, évidemment. Il faudrait rentrer dans les détails et le format de l'émission ne le permet malheureusement pas. Alors, je vais enlever le texte, mais je suppose que vous l'avez un petit peu mémorisé. J'espère que vous l'avez chez vous. Sinon, vous avez peut-être Les Misérables chez vous. Hein. Vous allez chercher chapitre 4, livre 2. Vos parents qui sont confinés peuvent y aller. Et là, je vais changer de page pour vous montrer, attention, le plan que je vous propose. On va commencer, comme souvent, dans un commentaire, par le début. Une poupée sublimée. Parce que c'est ce qu'on voit en premier. On commence toujours par ce qu'on voit en premier, ce qui est le plus évident, ce que tout le monde va voir. La poupée, de toute façon, le chapitre s'appelle comme ça, donc ce serait un peu bizarre d'en parler à la fin. Une poupée sublimée. Alors, là, vous avez de la chance, parce que comme je vais devoir faire descendre le cache, vous allez tout voir. Mais en réalité, si je pouvais jongler sur plusieurs tableaux, là, je ne vous montrerai pas tout de suite, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, on va voir ce qu'on aurait mis en marge dans nos notes, que la mise en scène est très théâtrale, qu'elle est un objet plus que théâtral. Je ménage toujours une progression dans mes parties. Il est plus que théâtral, il est merveilleux. Il est plus que merveilleux, cet objet, il est divin. Et ça, on l'a vu quand on a regardé les champs lexicaux. Mais pas que ça. Les énumérations, la théâtralité. Je vais y revenir un petit peu en détail, si j'ai le temps après. Une poupée sublimée. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes études et qui m'a bien servi. Je vous conseille de faire pareil, parce que c'est assez pratique pour donner une cohérence à votre propos. 2. Commencez votre grand 1 par des points de suspension qui se poursuivent comme dans une phrase, ce qui crée une sorte de discussion autour d'un texte. Une poupée sublimée par une enfant grave, mais j'aurais très bien pu mettre, il y en a qui préfèrent, grand 1, une poupée sublimée, grand 2, Cosette, une enfant grave. C'est pareil. Par une enfant grave. Grave pourquoi? Et alors, deuxième petit truc, dans les grands titres, souvent, il y a 2 mots, 3 mots. Plus il y a de mots, plus il y a d'indices pour ce qu'on va trouver dans les sous-parties. Dans enfant grave, il y a enfant, je vais parler de ce qui est enfantin, et grave, quelque chose de plus sombre. Et mes sous-parties vont aller du magnifique, du lumineux, du vertical au sombre, grave, triste, plat, horizontal, Cosette. On descend. Dans un monde cruel, parce qu'on va s'intéresser aussi aux autres, il est question d'autres personnages dans ce texte que de Cosette et la poupée. Ce serait dommage de ne pas en parler. Si on n'a pas le temps, si on ne les voit pas, ça, c'est pas grave. Ça, vous voyez, ça, c'est les points bonus dans un commentaire. Quand on va corriger, on se dit « Oh là là, il a pensé à parler du marchand, il a pensé à parler des parents, de la mère, éventuelle, dans le premier paragraphe. » C'est bien, ça. Point bonus en entier. Ceux qui ne l'ont pas mis, c'est pas grave. Après, le regard de l'auteur sur le monde, ça, c'est très intéressant. Ça, souvent, on finit là-dessus. Victor Hugo, il est toujours là. C'est un auteur qui avait une personnalité très, très forte. Et on entend souvent, on entend toujours sa voix, plus que dans d'autres œuvres, dans ses textes. Il est toujours là. Il est toujours là. Et on va le voir en examinant sa manière de parler de l'enfance. Et pour rendre Cosette plus pathétique, on va se rendre compte qu'il la réifie. Réifier un personnage, c'est une manière de... Il y en a qui disent chosifier. Moi, je n'aime pas tellement l'expression. La réification, c'est un mot qui vient du latin res reris, qui veut dire chose. Donc, si elle est réifiée, c'est qu'elle est associée à une chose. Pire qu'un animal, donc. La voix surplombante de l'auteur. Vous avez mon plan. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez le noter, mais vous le retrouverez sur le site de lumni.fr. Je vais passer à l'introduction. On peut rédiger l'introduction maintenant. On commence par l'amorce. L'amorce, ça peut être l'auteur, ça peut être, alors ça c'est plus chic, mais il faut savoir le faire. Commencer par une amorce thématique. Le thème, de quoi ça parle? Là, le thème, c'est l'enfance malheureuse. Vous voyez,
On peut en parler si on peut faire d'autres rapprochements, de préférence avec des textes antérieurs. Sinon, là, on part sur l'auteur, et puis, oui, on part sur l'auteur, ou alors on peut aussi proposer une amorce historique. Hein. Le contexte historique peut être très intéressant. Là, c'est le cas. Vous savez bien que Victor Hugo était très engagé socialement, on va forcément y venir à la fin, et que les conditions de vie à son époque sont déterminantes pour comprendre ce texte. Alors, introduction. Voilà comment on commence. Je vous propose une introduction tout à fait accessible que beaucoup d'entre vous sauraient faire. Et j'ai souvent des élèves qui proposent des introductions meilleures que les miennes. Poète, dramaturge et romancier, Victor Hugo domine tout le 19e siècle. Et lorsqu'en 1862, je le savais, paraissent Les Misérables qui peuvent se lire comme une fresque de la société sous le Second Empire, le succès est immédiat. J'ai présenté l'auteur et l'œuvre. Après, qu'est-ce que je fais ? Je présente le passage. Le chapitre 4, alors là, on me demande quelquefois, est-ce que je remets ce qu'il y avait dans le paratexte ? Oui, mais soyez un peu rusés, ne le dites pas de la même façon, vous voyez. Le chapitre 4 du... voilà, j'ai tout dévoilé, tant pis. Du deuxième livre intitulé L'entrée en scène d'une poupée, il faut quand même présenter tous les éléments que vous avez dans le paratexte. Ça tarde sur la jeune Cosette que les Thénardier, chez qui elle est traitée comme une servante, ont chargé de corvée d'eau. Sur la route, elle tombe en arrêt devant une magnifique poupée exposée dans la vitrine d'une boutique devant laquelle elle passe régulièrement. Ça, c'est le passage obligé, pas très intéressant, tout le monde va mettre plus ou moins pareil. Essayez de le rédiger de manière quand même adroite. Ne commencez pas à faire des fautes de syntaxe ici, hein, parce que ça fait mauvais effet. Donc faites bien attention à votre façon d'annoncer les choses, qui n'est pas très difficile, à cet endroit du commentaire. Là, on va voir et c'est là qu'on va voir que vous avez compris le passage. C'est le moment où vous devez annoncer les enjeux du texte, qui ne peuvent être que des thèmes, éventuellement. Ce qu'on peut appeler un projet de lecture. Vous partez d'un point A pour aller vers un point B. On va partir en gros du magnifique pour arriver à ce qui est plus triste, qui est plus terrible et qui interroge le lecteur sur sa condition humaine. Nous nous demanderons comment cet épisode émouvant. Là, l'idée... Ça, c'est un peu difficile à annoncer une problématique. C'est de dire le maximum de choses en un minimum de mots. Un épisode émouvant qui permet à Victor Hugo de nous interroger sur la misère des enfants. On annonce le plan, obligatoire, n'oubliez pas ça. Ça donne des indications à celui qui va vous corriger. Après nous être attardés sur la transfiguration, c'était mon grand 1, dont la poupée fait l'objet. Nous verrons que Cosette reste cependant une enfant grave, grand 2, ce qui nous conduira à nous pencher sur la vision du monde que nous propose ici Victor Hugo. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails du commentaire, si je peux. En fait, j'ai peut-être changé mes titres, mais ce n'est pas grave, parce que si j'ai changé mes titres, ça vous permettra de voir qu'un titre peut parfaitement se substituer à l'autre. Ce qui compte, c'est l'idée, et d'essayer de le formuler de la manière la plus cohérente possible. Alors, comme j'ai essayé de bien faire, j'ai remanié mes titres plusieurs fois, vous voyez, pour que vous puissiez le refaire ou mieux comprendre, pour que ce soit plus intéressant pour vous. Mais c'est peut-être pas exactement la même chose, hein. Je les ai simplifiés, mes titres. Donc, la poupée sublimée. Pour ce qui est de la mise en scène théâtrale, vous allez parler du titre, du chapitre. Je récapitule et puis en fait, je ne vais pas les formuler. Je vous donne mes notes parce que sinon, je n'aurai pas le temps de le faire et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Une arrivée tardive. Il y a des énumérations qu'il fallait voir. Je vous les ai montrées. Des énumérations avec cependant, là vous pourriez le dire aussi, des termes péjoratifs. Tout cela, c'est du toc. Il y a clinquant, bimbeloterie, verroterie. Vous voyez, des suffixes assez péjoratifs. Si vous l'avez vu, c'est très bien. Tous les compléments circonstanciels de lieu que vous avez vus dans le texte théâtralisent l'arrivée de la poupée, qui arrive véritablement, mais comme une star. On la voit arriver à la fin, elle trône sur cette étagère, elle se dévoile finalement. Cette poupée, si vous l'avez vue dans le premier paragraphe, elle est aussi
un objet de convoitise universel. Cosette veut cette poupée. C'est pas la première fois qu'elle passe devant cette poupée. Mais ses sœurs, ses méchantes sœurs, qui d'ailleurs rappellent un petit peu les sœurs de Cendrillon. Il y a un univers féerique dans ce passage avec la gentille petite Cosette qui se charge de toutes les corvées et ces poupées qui, elles, c'est même pas ses belles-sœurs, hein, les filles des Thénardier chez qui elle vit, qui, elles, risquent d'avoir la poupée. Seulement, à la fin du paragraphe, que voit-on? De toute façon, tout le monde voulait cette poupée, ce qu'on voit avec l'expression des passants de moins de 10 ans. Les passants de moins de 10 ans, ce sont tous les petits-enfants qui passent devant tout le temps et qui veulent la poupée. C'est fait exprès. L'objet merveilleux, on en a parlé, je passe, vous avez des comparaisons, des métaphores que vous sauriez analyser parfaitement, j'en suis sûre. Dans le petit 3, j'ai dit que la poupée semblait sacrée et divine. C'est assez facile aussi à analyser, surtout, et je l'avais mis au brouillon, donc vous avez tout le vocabulaire religieux, hein, que vous auriez très bien vu, je pense, qu'il faut distinguer. Vous auriez tendance à mettre en même temps, dans la même partie, le merveilleux et ce qui rend la poupée sacrée. Ce serait dommage, parce que vous avez assez d'éléments pour les distinguer et pour ménager une progression. Donc vous allez montrer que la poupée, il y a le mot extase hein, quand même dans le texte, si Cosette s'arrête devant elle comme devant une apparition, elle est comme une petite bergère, elle est comme Jeanne d'Arc qui a vu apparaître la Vierge ou les saints. C'est comme ça qu'il faut finir votre partie parce qu'il faut aussi vous théâtraliser un peu la fin de vos parties. Alors voilà la transition que je vous propose. Cependant, Cosette est une petite fille qui n'a pas l'habitude de rêver et elle sait reprendre contact avec le réel. On arrive à cette partie. Cette partie, vous allez montrer déjà que le lecteur s'identifie à la fillette par le jeu des regards. Vous pourrez montrer quel est le sujet des verbes, on l'a vu. On a l'impression d'entendre un monologue. Là, vous pouvez étudier les discours. Il y en a du direct, je vous l'ai montré, mais aussi indirect, et indirect libre, avec l'expression « cette merveille » qui semble être une expression sortie de sa bouche. Ensuite, vous allez parler du fait qu'elle est une enfant lucide dans un monde cruel, la tristesse de Cosette, les champs lexicaux. La fin du paragraphe, du premier paragraphe, montre la tristesse de Cosette, qui est humble et qui regarde la poupée en hauteur. On voit ici la fatalité de la misère, et c'est là que vous allez parler, du monde des adultes qui entoure Cosette et qui est cruel. Les Thénardier sont cruels, on le voit à la fin du passage. Ils lui parlent comme à un animal en l'insultant. Mais même le marchand qui semble vouloir piéger les enfants, le marchand avait placé, cette merveille avait été étalée. On voit qu'il est calculateur et que les enfants sont des victimes. Quant à l'amour maternel, il n'est d'aucun secours, puisqu'on voit bien qu'aucune mère, dans le premier paragraphe, n'achètera cette poupée, pas assez riche ou assez prodigue. Et il y a un paradoxe là qui montre que la petite fille est très lucide. Elle est particulièrement touchante, hein, ce qu'on voit avec l'expression sagacité, naïve, clairvoyance. Elle est une héroïne pathétique. Nous en venons donc à notre grand 3. Dans le grand 3, vous allez montrer le contraste entre la splendeur de l'objet et la misère de Cosette. L'enfance réifiée. On voit que Cosette n'est qu'une spectatrice. C'est l'objet qui triomphe, c'est l'objet qui trône. Elle est comme une chose, on l'a déjà vu. La poupée est sanctifiée par la parole. On l'a déjà vu aussi. Et on voit qu'elle incarne l'univers du jeu, l'univers du luxe, alors que Cosette, elle, c'est le travail. La voix surplombante de l'auteur, c'est ce qu'on verra pour finir. On a l'impression de voir Chose vue. Chose vue est une œuvre très connue de Victor Hugo, dans laquelle il est le témoin de son temps. Le début du texte est réaliste et enfin sa compassion avec le point de vue omniscient, ce malheureux petit être, un sombre avenir pour la petite misérable. Conclusion. Conclusion dans ce chapitre, eh bien, c'est le contraste entre les deux petites filles qui rend la misère de Cosette pathétique. Il faut voir là quelque chose une confrontation qui est assez symbolique. Je la descends tout de suite, vous allez pouvoir la lire. L'image contrastée de deux mondes. Vous répondez au projet de lecture dans cette conclusion. Vous faites une ouverture en disant que heureusement, Jean Valjean va l'acheter cette poupée. Elle ne sera plus misérable, elle va devenir elle aussi une vraie poupée de son siècle, magnifique et admirée. Vous ouvrez à la suite de l'œuvre ou alors vous ouvrez à ce que vous connaissez mais une œuvre postérieure de préférence. Moi, ce que je vous conseille de faire,
c'est d'aller sur le site de lumni.fr pour retrouver tout ça, et aussi de lire. Lisez Les Misérables si vous êtes un bon lecteur. Claude Gueux, un moins bon lecteur. Vous pouvez aussi lire des œuvres sur l'enfance malheureuse si vous êtes touché par ce sujet. Le Sagouin, ce sera moins gros, moins imposant que Les Misérables si vous voulez. Le Sagouin de Mauriac. Vous pouvez aussi lire des œuvres plus récentes sur les récits de vie. Vous avez la trilogie L'Enfant de Jules Vallès, plus récente. Vous avez aussi Enfance de Nathalie Sarraute qui parle d'une petite fille. Ou alors, moi j'ai une petite faiblesse pour elle, Françoise Sagan qui vous parlera dans Bonjour Tristesse du bonheur d'être une adolescente au soleil, libre et heureuse. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir et puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parlerai de la dissertation. Au revoir.